Merci, Monsieur le Vice-président. Tout d'abord, je dois vous dire et partager à la Chambre que j'ai été absent de notre Assemblée nationale pendant les 4 premiers jours de ces débats budgétaires pour des raisons de santé, mais que je me suis efforcé, de là où j'étais, de suivre au maximum les interventions des deux côtés de la Chambre, autant que mon État me l'a permis. We wish you speedy recovery, then. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Vice-président, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à mon intervention de ce soir, selon les bonnes pratiques et la coutume parlementaire, permettez-moi de répondre à l'orateur qui m'a précédé, l'honorable Tilak. Je l'ai entendu dire dans ses propos, en introduction, que selon lui, l'opposition, je le cite, peine à cerner la philosophie de ce budget. Et on est tout à fait de votre avis, Monsieur le Ministre, simplement parce que ce budget n'a pas de philosophie. Aucune stratégie de relance de l'économie et pas de vision à long terme pour les générations futures. Et je dois dire, Monsieur le Vice-président, que l'honorable Tilak a fait référence, il a cru bon faire référence à la soi-disant arrogance de mon ami et collègue, qu'il n'a pas mentionné, mais je vais le mentionner avec sa permission, l'honorable Ganga Parsad. Et j'aimerais inviter, si cela devait être possible, l'honorable Tilak à accompagner l'honorable Ganga Parsad à Goodlands, à Poudre d'Or ou à Grand Gobe, comme moi je l'ai fait, pour voir avec quelle humanité et avec quelle humilité l'honorable Ganga Parsad rencontre ses mandants, qu'il accueille comme un fils, comme un frère ou comme un papa. Et autre point purement politique, en ce qu'il s'agit de cette fameuse photo à laquelle l'honorable Tilak a fait référence, que toute la population connaît, à savoir celle de l'actuel Premier ministre, l'honorable Pravin Jagnnath, brandissant le drapeau rouge du Parti travailliste, je peux affirmer qu'en aucune circonstance que ce soit, vous ne verrez jamais le docteur Navin Ramgoolam soulever le drapeau d'un autre parti politique. Et c'est cela, Monsieur le Vice-président, la grande différence entre l'actuel Premier ministre et le futur Premier ministre de notre pays. Sur un aspect plus technique, encore une fois, l'honorable Tilak a cru bon, conseillé par je ne sais trop qui, de mentionner la National Residence Property Tax introduite en 2006 par le gouvernement travailliste. A-t-il simplement vérifié et comparé les chiffres? Cette taxe ne concernait que 16 000 contribuables, des personnes aisées, je dois dire, et représentait un apport pour l'État de 119 millions de roupies par an. Or, aujourd'hui, la CSG, introduite en 2020 par le gouvernement dont l'honorable Tilak vante aujourd'hui les mérites après l'avoir combattu en 2014. Vous savez combien rapporte la CSG, Monsieur le Vice-président? 10 milliards. 10 milliards de roupies. 100 fois plus que la NRPT. Et l'autre différence, c'est qu'alors que la NRPT concernait 16 000 familles aisées et aussi certains corporates qui détenaient des propriétés immobilières à l'époque, la CSG, elle, concerne toute la population et la plus vulnérable. Les laboureurs, les planteurs, les pêcheurs, les chauffeurs, les attendantes, le personnel de maison, toutes ces catégories de personnes payent la CSG qui rapporte et qui écrase les Mauriciens 100 fois plus que la NRPT. Et l'honorable Tilak l'a bien résumé, c'est bien un budget signé Pravin Kumar Jagnnath. Monsieur le Président de séance, et cela touche directement au budget national
de l'état dont nous débattons ce soir. Et sur la base, je dois dire, de mon expérience personnelle de ces derniers jours, j'ai pu, une fois de plus, me rendre compte de la cherté des médicaments. Et je peux affirmer, sans hésiter et sans sourciller, que de nos jours, même un député peut être dépité quand on lui présente la facture de la pharmacie. Et je me suis alors intéressé beaucoup plus à quelques-uns des nombreux produits pharmaceutiques que consomme notre population pour me rendre compte de la volatilité de leur prix. Et je me suis posé la question, Monsieur le Vice-président, je me suis demandé la raison pour laquelle le ministre des Finances n'avait pas abordé lors d'un seul des 574 paragraphes de son discours sur le budget 2023-2024 cette question fondamentale des prix des médicaments. Alors, pour ce qu'il s'agit de favoriser le développement du tourisme médical, le ministre prend bien la peine de décrire les mesures au paragraphe 157. Mais, Monsieur le Président, je vais oser affirmer que nous devons d'abord protéger la santé des Mauriciens avant de nous préoccuper de celle de nos visiteurs. Et c'est la raison pour laquelle le leader du Parti travailliste, le Dr Navin Ramgoolam, a annoncé dimanche dernier à Triolet la mise en place par son prochain gouvernement d'une nouvelle subvention appelée PharmaCare qui permettra aux plus vulnérables d'acheter des médicaments qui ne sont pas disponibles dans les hôpitaux. Et Monsieur le Président, je dois dire, parce que lorsque j'aborde une problématique, je le fais de façon honnête et complète, que j'ai pris connaissance de la décision du Conseil des ministres le 3 mars 2023 sur l'introduction du mécanisme de regressive markup sur 8 catégories de produits pharmaceutiques et de réduire de 35 à 30% le maximum fixed markup sur les autres médicaments. Alors ce mécanisme régressif permettrait de limiter la marge de profit des médicaments les plus chers. Autrement dit, selon ce système, plus un médicament coûte cher, moins la marge de profit sera élevée. Mais en y réfléchissant, Monsieur le Vice-président, si cette idée paraît intéressante sur le papier, le fond du problème demeurera entier aussi longtemps que le gouvernement continuera à pratiquer sa politique de dépréciation de la roupie. Car tous nos produits pharmaceutiques sont importés. Ce n'est un mystère pour personne. Notre pays achète grandement ses médicaments en euros et paye le fret en dollars américains. Or, face à ces deux monnaies, notre roupie mauricienne a connu une dépréciation d'environ 29 et 15% respectivement sur les 4 dernières années. Et j'en veux pour preuve que cette mesure de regressive markup n'est que limitative dans l'effet qu'elle aura sur le prix des médicaments vendus en devises étrangères par des laboratoires, car quand j'ai comparé le prix de certains médicaments en un mois seulement, entre fin avril 2023 et fin mai 2023, je constate des augmentations flagrantes. En un mois, la petite bouteille de 200 ml du complément nutritionnel Fortimel est passée de 153 roupies à 179 roupies, 17% de plus. L'inhalateur Ventoline, utilisé par les asthmatiques, a augmenté de 100 roupies à 131 roupies, soit 31% d'augmentation. Et la boîte de 30 comprimés de glucophage 1000 mg, prescrit à de nombreux diabétiques dans notre pays, a connu une hausse de 10% en passant de 311 roupies à 343 roupies, rien qu'entre avril 2023 et mai 2023. Voyez-vous, Monsieur le Vice-président, c'est à ce genre de comprimé que le Premier ministre du jour devrait consacrer son temps, sa réflexion et son action. Son gouvernement devrait trouver des formules pour doper notre croissance, booster notre productivité, bloquer la dépréciation de la roupie, anesthésier l'inflation et stimuler les performances économiques et énergétiques du pays. Et au sujet précisément, Monsieur le Vice-président, de notre politique énergétique, permettez-moi rapidement de dire quelques mots
en ne répétant évidemment pas ce qui a déjà été mis de l'avant, et mon collègue l'honorable Assia Vaden a déjà fait un brillant exposé sur cette question fondamentale. Et j'insiste sur la nature cruciale de cet aspect, car notre pays, Monsieur le Vice-président, est clairement dans un état de vulnérabilité énergétique face à l'éloignement géographique des territoires producteurs d'énergie, aux menaces géopolitiques sur le marché mondial de l'énergie et surtout face au retard accumulé dans la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Monsieur le Président de séance, dans cette course mondiale et régionale vers l'efficacité énergétique et les énergies vertes, j'ai l'impression que l'île Maurice, malgré son immense potentiel, est à la traîne. Et cela fort probablement par manque de leadership énergétique. Quand nous regardons les chiffres de la dernière décennie, nous constatons qu'à travers Statistics Mauritius, qu'en 2021, la part des énergies renouvelables était de 21,5%, ce qui, étonnamment, correspondait exactement au même chiffre qu'en 2010. En effet, sur ces 11 années, l'électricité produite à partir des sources renouvelables locales n'a augmenté que de 11%, passant de 578 gigawattheures en 2010 à 642 gigawattheures en 2021, sans aucun changement en pourcentage par rapport à la production globale. Et pire encore, en 2022, la part des énergies propres a plongé, selon Statistics Mauritius, à 19,2%. Mais je dois dire que le coup de grâce a été porté par le ministre de l'Énergie lui-même, quand il est venu affirmer cette semaine à la Chambre, lors de son intervention sur le budget, un chiffre qui non seulement était différent de celui de Statistics Mauritius, mais d'une valeur plus désastreuse, 17,4% d'énergie renouvelable produite en 2022. Monsieur le Président, en réalité, sur cette question, on avance en reculant, aussi bien que la politique énergétique menée par le ministre du jour est devenue celle non pas des mégawatts, mais des négawatts. On progresse en produisant de l'énergie négative. Mais le plus inquiétant dans tout cela, Monsieur le Vice-président, au-delà du retard que nous accumulons dans le déploiement des installations d'énergie renouvelable sur notre territoire, ce sont les projections de consommation que nous sous-estimons. Et là aussi, je me base sur des chiffres officiels. Dans le document qui s'intitule Roadmap 2030 for the Electricity Sector, document officiel du ministère de l'Énergie, qui date de mai 2022 et préfacé par le ministre lui-même, à la page 20, un tableau basé sur les données du CEB démontre les chiffres prévisionnels de la demande en énergie et notamment de la demande de pointe en mégawatts sur une période de 9 ans, allant de 2022 à 2030. Et selon ce tableau, le peak power en prévision, qui était en prévision pour 2022, était de 487 mégawatts selon le scénario de ce qui est appelé le base case. Or, que nous dit Statistics Mauritius pour 2022, ce qui a réellement été consommé, c'est que le peak power demand a été de 492 mégawatts, soit 5 mégawatts au-dessus du base case. Autrement dit, notre consommation réelle se rapproche aujourd'hui davantage du high case scenario. Et je dois dire, Monsieur le Vice-président, que nous ne sommes pour autant pas des oiseaux de mauvais augure, comme le prétend l'honorable Léjongar, mais que tout simplement nous pensons ouvert les étangs. Car je peux vous affirmer, Monsieur le Vice-président, aucun des 26 députés de ce côté de la Chambre ne souhaite voir arriver une situation où le CEB se retrouvera forcé au délestage électrique en supprimant l'alimentation électrique d'un groupe de clients afin d'éviter la saturation du réseau. Et pour éviter une telle situation catastrophe, il nous faut accélérer le déploiement des grosses installations photovoltaïques, adapter le réseau électrique pour le raccordement des nouveaux kilowattheures renouvelables, démocratiser la production d'énergie verte en rendant le tarif
de rachat plus attractif et former plus de personnel technique à cette nouvelle technologie du futur. Et ne serait-ce que sur ce dernier point de la formation, Monsieur le Vice-président, il aura fallu attendre 4 budgets et quelques mois avant les prochaines élections générales pour entendre annoncer au paragraphe 66 de ce budget que 2000 personnes seront formées dans des domaines tels que l'agro-industrie, la santé et les énergies renouvelables, entre autres. Et là aussi, sans précision sur les cursus, les programmes, les modalités, les lieux de formation ou encore les niveaux de qualification visés. Quand j'ai lu le budget 2023-2024, je dois dire, Monsieur le Vice-président, qu'à certains endroits, comme à ce paragraphe qui traite de la formation de façon tellement générale et nébuleuse, on pourrait dire presque un discours du budget rédigé par ChatGPT sur la base de quelques mots-clés. Et précisément, Monsieur le Vice-président, un autre mot-clé qui apparaît dans le discours du budget est celui d'économie circulaire, cher au ministre de l'Environnement. Alors, étonnamment, ce mot n'apparaît cette fois-ci qu'une seule fois au paragraphe 177 du texte. Et j'aimerais apporter mon avis sur les 2 seules mesures annoncées en matière de recyclage des déchets solides, et plus précisément des bouteilles PET, à savoir le doublement de la subvention par kilogramme de bouteilles PET recyclées localement, qui passe de 15 roupies le kilo à 30 roupies le kilo, et deuxièmement, la mise en place d'un Deposit Refund Scheme. Je tiens tout d'abord à préciser au ministre des Finances, vu que le ministre de l'Environnement ne l'a visiblement pas fait, c'est que les bouteilles PET ne sont pas recyclées localement. En effet, sur les 125 millions de bouteilles PET qui sont mises sur le marché mauricien chaque année, 40%, soit 50 millions de bouteilles, sont ramassées, lavées, écrasées pour en faire ce qu'on appelle des flakes. Mais ce plastique concassé n'est pas fondu à Maurice, n'est pas recyclé à Maurice en l'état. Il est exporté vers l'Afrique du Sud ou vers l'Europe, où ce plastique est alors chauffé, mélangé à une part de plastique neuf, avant d'être soufflé dans des moules pour fabriquer ce qu'on appelle des préformes qui serviront après à faire de nouvelles bouteilles. Et de plus, Monsieur le Vice-président, et j'avais déjà fait le calcul lors de mon intervention sur le Waste Management and Resource Recovery Bill il y a 2 mois, alors que la MRA collecte 2 roupies d'excise duty sur chaque bouteille PET, ce qui représente un total de 250 millions de roupies par an, les 40% de bouteilles actuellement collectées représentent environ 1000 tonnes de plastique par an, ce qui donnera lieu à une éco-subvention, selon le nouveau budget, de 1000 tonnes multipliées par 30 roupies le kilo, autrement dit 30 000 roupies la tonne, un montant total de 30 millions de roupies subventionnées. Et même si l'on double la quantité de bouteilles PET ramassées, ce que je souhaite évidemment, l'État continuera de percevoir 250 millions de roupies d'un côté pour ne reverser que 60 millions de roupies de l'autre. Alors même dans ce cas, Monsieur le Vice-président, que deviendront les 190 millions de roupies chaque année dans le Consolidated Fund? À quoi servira réellement cet argent? Et l'autre annonce pour les bouteilles PET concerne la mise en place d'un système de consigne, le Deposit Refund Scheme, mentionné au paragraphe 224 du discours sur le budget. Là aussi, sans en préciser les modalités pratiques, l'idée sera, je le comprends, d'acheter sa bouteille d'eau ou de boisson gazeuse un peu plus chère, puis de rapporter la bouteille vide contre le remboursement de quelques roupies. Mais dans la pratique, Monsieur le Vice-président, est-ce que cette tâche sera confiée aux milliers de boutiquiers et d'épiciers de quartier qui auront à collecter et stocker les bouteilles qui n'auront pas forcément été achetées chez eux et qui auront en plus à prendre dans leur trésorerie locale pour rembourser une consigne nationale? Et dernier point sur cette question de collecte et de ramassage du plastique, Monsieur le Vice-président,
alors que la Journée mondiale de l'environnement 2023 était consacrée lundi dernier, le 5 juin, au combat contre la pollution plastique, notre budget national 2023-2024 ne s'est focalisé que sur les bouteilles PET qui représentent à peine 10% du volume plastique dans notre pays. Je déplore donc l'absence de mesures contre la pollution plastique engendrée par ces millions de flacons en HDPE ou en polypropylène que nous avons toutes et tous dans nos foyers pour le détergent, la lessive ou les produits laitiers. Combien de temps encore nous faudra-t-il attendre pour que ces millions de tonnes de plastique arrêtent d'être enfouies à Marchicose? Monsieur le vice-président, je ne peux intervenir sans mentionner dans mon discours deux communautés dont j'essaye de défendre au mieux et modestement, selon mes moyens, les intérêts depuis que je siège au sein de notre Parlement. Il s'agit de la communauté des pêcheurs et celle des artistes. Alors j'ai écouté à distance le ministre de la Pêche avec attention cette semaine et je constate qu'il continue à prendre un certain plaisir à aller pêcher dans le passé des années travaillistes pour donner les montants de ce que le gouvernement d'alors donnait aux pêcheurs, à croire que le ministre Madou est nostalgique de ces années où il travaillait avec les travaillistes. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à l'époque, le Bad Weather Allowance, qui certes était inférieur, parce que nous parlons d'une époque vieille de 10 ans de cela, avait de la valeur, car notre roupie simplement en avait. Et ce qu'il ne dit pas non plus, c'est que sous le gouvernement du docteur Navin Ramgoolam, pendant les jours de mauvais temps, les pêcheurs n'étaient pas obligés d'aller balayer la plage, de nettoyer le débarcadère ou de laver les sols du poste de fisheries pour obtenir leur allocation comme imposé aujourd'hui par son ministère et comme décrié par de nombreux pêcheurs à travers l'île. Et je m'étonne aussi, Monsieur le Vice-président, de l'explication donnée par le ministre de la Pêche concernant l'échec de la mesure annoncée dans le budget de l'année dernière, le budget 2022-2023, concernant la fourniture de 2000 émetteurs-récepteurs VHF portatifs aux pêcheurs artisanaux. Le ministre, et j'espère qu'il m'écoute de là où il est actuellement, pas sûr. Le ministre de la Pêche est venu informer la Chambre qu'il n'y a pas eu de réponse à l'appel d'offres, alors que ce gouvernement est devenu, on le sait bien, le champion des appels d'offres. Et surtout quand il s'agit d'acheter en urgence. Et dans ce cas précis, il s'agit de la sécurité de nos pêcheurs en mer. Eh bien, s'il ne s'agit pas d'urgence que de préserver la vie des pêcheurs, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Et je me suis posé la question, tout simplement, se pourrait-il que le premier appel d'offres pour la fourniture des radios VHF, qui avait été lancé en mars 2022, puis annulé en septembre 2022, ait été modifié pour le tailler sur mesure pour un petit ou pour un grand copain du régime. Monsieur le Président, nous ne sommes ni des démagogues, ni des oiseaux de mauvais augure, comme le prétend le ministre Madou, mais nous sommes des libérateurs de bon augure. Et nous avons déjà commencé à faire son travail, à sa place, que ce soit pour les pêcheurs et même pour sa circonscription. En effet, en janvier 2022, avec un camarade du parti, nous avons offert 10 radios haute fréquence et 10 Automatic Identification Systems à 10 pêcheurs. 9 hommes et une femme pêcheur qui risquent leur vie chaque jour pour pratiquer leur métier.
Il s'agissait d'une belle initiative portée par une association et soutenue par une entreprise privée. Certes, il n'était question que de 10 radios, mais nous avons fait avec les moyens du bord pour faire ce que le ministère de la Pêche n'avait pas encore osé faire. Et même dans la circonscription numéro 9, j'ai été amené, là aussi, à apporter ma modeste contribution, monsieur le vice-président. L'année dernière, en mai 2022, je m'étais rendu à Poste de Flac pour apporter mon soutien aux pêcheurs de l'endroit qui se sentaient menacés par un permis délivré par le ministère de la Pêche à une entreprise qui devait déployer une activité de surf électrique dans le lagon. Et pas plus tard que la semaine dernière, je me suis cette fois déplacé à Bois d'Oiseau pour rencontrer une famille qui a été tragiquement frappée par le décès du père de famille lors d'un accident fatal survenu récemment à Pont-Blanc, laissant derrière lui une maman de 7 enfants, dont 2 jumelles de 11 mois. J'avais d'ailleurs envoyé cette semaine une question parlementaire adressée au Premier ministre concernant l'enquête policière sur cet accident. Et je dois redire ici, monsieur le vice-président, ce que la mère de famille m'a affirmé lorsque je l'ai rencontrée. C'était à l'issue de notre rencontre, et je m'éloignais de sa maison, de la cour où elle habite. Elle m'a fait signe d'arrêter la voiture pour me dire une chose. J'ai baissé la vitre et elle m'a dit « Monsieur David, pas un seul ministre ou député l'endroit, pas fin rendre-moi visite. » Et il y a un représentant présent dans cette chambre actuellement. Ils avaient et ils ont encore certainement mieux à faire que d'essayer de soulager la détresse humaine. Monsieur le Président de séance, précisément, que ce soit au niveau local ou au niveau national, notre politique sociale et économique doit être inclusive pour qu'elle puisse être humaine. Et cela m'amène à mon dernier volet au sujet de l'inclusion de nos artistes dans ce budget 2023-2024. Alors je n'empiéterai pas sur le Status of the Artist Bill qui n'a été présenté qu'en première lecture, juste avant le budget, et sur lequel les débats parlementaires n'ont pas encore commencé. Je me pencherai essentiellement sur la mesure annoncée au paragraphe 172 du budget, à savoir la suppression de la TVA sur les instruments de musique. Monsieur le vice-président, pour en avoir discuté avec certains artistes au cours de cette semaine, ils ne savent pas s'ils doivent rire ou pleurer de cette annonce. Dans la mesure où, m'ont-ils expliqué, les professionnels qu'ils sont se tournent essentiellement vers des maisons d'instruments réputées de l'étranger pour s'équiper. Des trompettes de la marque américaine Vincent Bach, des saxophones français Henri Selmer, ou encore des guitares Gibson qu'ils font venir des États-Unis. Autant d'instruments de qualité et achetés auprès des music shops en ligne, et le ministre des Finances vient supprimer la TVA sur les instruments de musique vendus à Maurice. Mais de quels instruments parle-t-on et quelle est la quantité d'instruments réellement achetés localement et concernés par cette mesurette? À vouloir soulager les charges qui pèsent actuellement sur nos artistes, j'aurais nettement préféré que le ministre des Finances, sur les conseils de son collègue responsable des arts et du patrimoine culturel, vienne annoncer par exemple la suppression de l'impôt sur le revenu prélevé sur les droits d'auteur perçus par les artistes mauriciens. Car à bien réfléchir, ces montants perçus 2 fois par an peuvent-ils réellement être considérés comme un salaire régulier ou est-ce qu'ils ne s'apparentent pas plutôt à un gain saisonnier? Avant de conclure, Monsieur le Vice-président, parce que le temps m'est compté et j'avais décidé de ne pas faire très long cette année, permettez-moi de dire rapidement quelques mots sur ma circonscription numéro 1, Port-Louis-Ouest, Grande-Rivière-Nord-Ouest, et surtout sur ses habitants, qui sont au nombre de 60 000, et dont presque 43 000 seront appelés à voter prochainement pour les élections générales.
Alors sur les 155 noms de villes et villages prononcés par le ministre des Finances au paragraphe 210, 7 endroits de la circonscription numéro 1 ouvrent en toute logique la liste du guide touristique de Maurice, mais au-delà de l'annonce, les habitants de Cité-Richelieu, de Canfiringa, Cité-Débarcadère ou de Cassis continuent de vivre les pieds dans l'eau à chaque épisode de pluie torrentielle. Et dans certains cas, certaines familles perdent systématiquement tous leurs effets personnels lorsque les maisons sont envahies par l'eau ou par la boue. L'asphaltage des rues à Cité-Mauvillac ou à Camp-Benoît ne figure nulle part dans la présentation du budget ou ses annexes. Le marquage au sol, devenu une absolue nécessité de sécurité routière dans la zone industrielle de Plaine-Lausanne ou dans le quartier de Kensington, est tout simplement passé aux oubliettes. Le raccordement routier de l'avenue des Peupliers pour désengorger le monstrueux trafic quotidien des morcellements de Pointe-aux-Sables semble à nouveau être renvoyé. Les habitants de Camp-Chaplon attendent encore et toujours leur dispensaire. Et que dire du projet de tout à l'égout de Paille-Guibiz, devenu le cauchemar éveillé des habitants et usagers de la route, et sur lequel j'ai eu l'occasion d'interpeller le ministre des Utilités à tant de reprises dans cette Assemblée. Voilà donc, Monsieur le Vice-président, le bilan principal de ce gouvernement que retiennent les habitants de ma circonscription pour leur région. Et je dois dire, Monsieur le Vice-président, que nombreux sont ces habitants de ma circonscription et d'ailleurs à se demander si ce budget 2023-2024 n'est en fait pas le dernier budget présenté par ce gouvernement. Et oui, Monsieur le Vice-président, certains se demandent s'il ne s'agit pas des derniers débats budgétaires sous votre vice-présidence. Peut-être que vous-même, Monsieur le Vice-président, vous vous posez la question. La réponse vient. Elle arrive bientôt, car notre nation l'attend, elle l'espère et elle y travaille. Et nous le sentons, nous aussi, élus de la République, Monsieur le Vice-président, que le vent du changement et de la libération souffle du nord au sud, d'est en ouest, sur les villes et les villages de notre pays. Et de ce côté de la Chambre, notre responsabilité sera immense après les prochains scrutins législatifs, car nous aurons pour mission de soulager les plus vulnérables, de transformer le quotidien des citoyens, de restaurer la confiance, d'humaniser notre économie et de réformer notre pays. Et nous y parviendrons. J'en ai terminé, Monsieur le Vice-président.